Je me tenais devant la maison de ma mère, serrant la coûteuse machine à café que je lui avais achetée pour son anniversaire. La boîte pesait lourd dans mes bras et je bougeais maladroitement en attendant que quelqu'un ouvre la porte. 2000 $. C'est ce que j'avais dépensé pour ce cadeau, espérant qu'il comblerait le fossé entre nous après des années de relations étranges. Maman avait toujours adoré le café. Chaque matin, quand j'étais petite, elle préparait une tasse de café frais en fredonnant doucement. C'était l'un des rares souvenirs chaleureux qu'il me restait d'elle avant que tout ne change. La porte s'ouvrit brusquement, Eric, mon beau-père, se tenait là. Son visage afficha une lueur d'agacement avant de forcer un sourire. « Emma », dit-il sèchement. « Entre. » J'entrai dans ce qui était autrefois ma maison d'enfance, bien qu'elle soit à peine reconnaissable. Les meubles familiers que mon père avait choisis avaient disparu depuis longtemps, remplacés par les goûts modernes de Rick. Même les photos de famille qui ornaient autrefois le couloir avaient été remplacées par des photos de Rick, de ma mère et de ses 2 filles. Je le suivis dans le couloir, le poids de la machine à café devenant plus lourd à chaque pas. Le salon était rempli de monde, quelques amis de maman que je reconnaissais vaguement, bien sûr, mes demi-sœurs, Mélissa et Jessica. Elles étaient toutes les 2 à l'université maintenant, bien qu'elles vivent encore à la maison. Emma, la voix de ma mère résonna dans la pièce quand elle me vit. Elle portait une robe d'apparence coûteuse, les cheveux parfaitement coiffés. « Tu es arrivée. » « Joyeux anniversaire, maman », réussis-je à esquisser un sourire en lui tendant le cadeau. « J'ai pensé que ça te plairait. » Ses yeux s'illuminèrent en voyant la grande boîte, et pendant un instant, je sentis une étincelle d'espoir. Peut-être que ce serait le tournant de notre relation. Peut-être que ce cadeau coûteux la ferait enfin me considérer comme digne de son attention à nouveau. Elle déchira le papier cadeau avec enthousiasme, mais dès qu'elle vit ce qu'il y avait à l'intérieur, son expression changea. Ses lèvres se pincèrent en une fine ligne de déception, et elle posa la boîte de côté sans même l'ouvrir. « Une machine à café », dit-elle sèchement. « Comme c'est pratique. » La pièce sembla devenir silencieuse, et je sentis tous les regards sur moi. Jessica chuchota quelque chose à Mélissa, et toutes 2 ricanèrent. « C'est du haut de gamme », expliquai-je, me sentant idiote. « Elle peut faire n'importe quel type de café que tu veux, des lattes, des cappuccinos, tout. » Je me suis souvenu à quel point tu aimes le café, alors. « Merci, Emma », dit-elle, mais sa voix était froide. « Allons manger du gâteau. » Le reste de la soirée fut une torture. Maman m'adressa à peine la parole, bien qu'elle rie et discute avec tout le monde. Je restais assise dans un coin, picorant mon gâteau, me demandant pourquoi j'avais pensé que les choses seraient différentes cette fois. Tout a commencé il y a 10 ans, quand j'avais 19 ans. C'est à ce moment-là que mon monde s'est effondré. Papa est tombé malade, cancer, et, en 6 mois, il était parti. J'étais dévastée, complètement perdue sans lui. Papa avait toujours été mon roc, la seule personne qui me comprenait vraiment. J'espérais que maman et moi nous rapprocherions grâce à notre douleur partagée. Au lieu de cela, elle a rencontré Rick à peine 1 mois après les funérailles. En 6 mois, ils étaient mariés, et Rick et ses filles emménageaient dans notre maison. J'étais encore à l'université, regardant ma maison se transformer en un lieu que je ne reconnaissais plus. Chaque fois que j'entrais dans une pièce où se trouvaient maman, Rick et les filles, ils arrêtaient de parler. Ils me lançaient des regards comme si j'interrompais quelque chose d'important. Maman a commencé à passer tout son temps avec ses nouvelles filles, les emmenant faire du shopping, les aidant avec leurs devoirs, tout ce qu'elle faisait avec moi. Elles ont besoin de moi, disait-elle chaque fois que j'essayais de lui parler. Elle s'adapte à une nouvelle maison, une nouvelle école. Et moi, avais-je envie de crier. Je viens de perdre mon père. Tu n'as pas besoin de moi aussi? Mais je ne l'ai jamais dit. Au lieu de cela, je me suis repliée de plus en plus sur moi-même jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Mon grand-père, le père de papa, vivait de l'autre côté de la ville. Il m'a offert un endroit où rester, et j'ai sauté sur l'occasion. Vivre avec grand-père a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Oui, cela signifiait un trajet plus long pour l'université, mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis la mort de papa, j'avais l'impression d'avoir de nouveau une famille. Grand-père comprenait ma douleur. Il était en deuil lui aussi,
non seulement pour son fils, mais pour la façon dont maman était passée à autre chose si rapidement. Ton père serait fier de toi, me disait-il, et ces simples mots signifiaient tout pour moi. Je rendais encore visite à maman de temps en temps, mais chaque visite était plus douloureuse que la précédente. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand elle m'a tendu une boîte en carton remplie de photos et d'effets personnels de papa. Nous n'avons plus besoin de ça, dit-elle. Rick pense qu'il est temps d'aller de l'avant. C'est à ce moment-là que j'ai su que je l'avais complètement perdu. J'ai rapporté la boîte chez grand-père, et nous avons passé la nuit à regarder les photos ensemble, partageant des souvenirs de l'homme que nous aimions et qui nous manquait si profondément. Après cela, mes visites se sont faites encore plus rares. J'étais heureuse avec grand-père. Il est devenu ma famille, mon soutien, mon tout, et pendant un certain temps, cela a suffi. Je fus tirée de mes pensées en réalisant que la fête d'anniversaire touchait à sa fin. Les invités partaient, offrant à maman leur dernier vœu d'anniversaire et des compliments sur sa maison, sa robe, sa vie. Je me levai, pensant que je devrais probablement partir aussi. « Emma » cria maman, « peux-tu rester un instant ? Nous devons parler. » J'hésitai, puis acquiesçai. Quelque chose dans son ton me noua l'estomac d'anxiété. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver, mais d'une manière ou d'une autre, je savais que ce ne serait pas bon. Quand le dernier invité fut parti, maman se tourna vers moi avec un regard que je ne connaissais que trop bien. Rick se tenait à côté d'elle, les bras croisés, tandis que Melissa et Jessica se tenaient à proximité avec des sourires narquois assortis. « Emma, » dit maman, la voix perçante, « tu aurais pu m'offrir quelque chose de plus cher. » Je clignai des yeux, stupéfaite. « Quoi ? La machine à café a coûté $2000. » Ils rirent tous comme si j'avais raconté une blague. Maman secoua la tête. « Une machine à café ? Sérieusement ? Tu as tout cet argent de ton grand-père et de ton père, et c'est ça que tu m'offres ? Je pensais que ça te plairait, dis-je, me sentant stupide. Tu as toujours adoré le café. Ça fait des mois que je laisse des indices sur le fait que je veux un collier de diamants, lança maman, mais tu es trop stupide pour les saisir, apparemment. Maintenant qu'elle le mentionnait, je me souvenais en effet qu'elle avait parlé d'un collier plusieurs fois, mais je n'avais pas réalisé que c'étaient des indices qui m'étaient destinés. Je ne savais pas. Ça suffit, l'interrompit Jessica. Mon Dieu, tu es si lente. Melissa acquiesça. On ne te supporte que parce que maman pensait qu'on pouvait te soutirer de l'argent, mais tu es trop avide pour partager quoi que ce soit de substantiel. Je regardai maman, attendant qu'elle me défende. Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle hocha la tête en signe d'accord. Tu as toujours été égoïste, Emma, depuis que tu es petite. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je vous ai donné de l'argent chaque fois que vous m'en avez demandé. De la petite monnaie, se moqua Rick. Ton grand-père t'a laissé $400 000 plus sa maison. Tu pourrais être plus généreuse avec ta famille. Va-t'en, et ne prends pas la peine de revenir tant que tu ne seras pas prête à être une vraie fille. Je suis partie sans dire un mot de plus, des larmes brouillant ma vision alors que je rentrais chez moi. Comment avais-je pu être si naïve ? Je pensais que nous reconstruisions notre relation, mais il n'avait toujours été question que d'argent. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Vers 2 heures du matin, j'ai vérifié les réseaux sociaux et j'ai senti mon estomac se serrer. Maman avait posté une photo de la machine à café avec la légende, un truc inutile de la part de la fille la plus inutile et la plus avide du monde. Ses amis avaient déjà rempli la section des commentaires de soutien pour elle et de critiques envers moi. Tu mérites mieux qu'une fille aussi radine, écrivit l'une d'elles. Quel cadeau stupide, dit une autre. En faisant défiler les commentaires haineux, ma tristesse se transforma en colère. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Pendant des années, j'avais laissé maman me piétiner, désespérée pour la moindre miette d'affection. Plus maintenant. Je me souvins de quelque chose que grand-père avait mentionné 1 an avant sa mort, quelque chose à propos de maman et de l'argent. Il était temps de fouiller dans ses vieux dossiers. Le lendemain matin, je me suis rendue au bureau de grand-père, une pièce que j'avais gardée exactement comme elle était de son vivant. Son bureau était encore couvert de dossiers et de papiers soigneusement organisés. J'ai commencé à chercher dans le classeur où il gardait les documents importants.
Après 1 heure de recherche, je l'ai trouvé, une reconnaissance de dette signée par ma mère. Selon ce document, grand-père lui avait prêté 150 000 $ pour démarrer son entreprise de boulangerie, à la condition explicite qu'il puisse exiger le remboursement à tout moment. En tant que son héritière, ce droit m'appartenait désormais. Je me suis adossée au vieux fauteuil en cuir de grand-père, repensant à ce qui s'était passé après que maman eut obtenu ce prêt. C'était environ 1 an après mon emménagement chez grand-père. Maman s'était présentée un jour, me reconnaissant à peine avant de demander à lui parler en privé. Ils sont restés dans son bureau pendant plus d'1 heure. « Que voulait maman ?» ai-je demandé quand elle est partie sans dire au revoir. « Elle avait besoin d'argent pour démarrer une entreprise », expliqua grand-père, l'air inquiet. J'ai accepté de lui prêter 150 000 $, mais seulement si elle signait un document légal promettant de le rembourser sur demande. « Tu lui donnes de l'argent après la façon dont elle m'a traité, dont elle nous a traités ? Emma, dit-il doucement, je suis toujours son beau-père, et de cette façon, j'ai un certain levier si jamais nous en avons besoin. » Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire à l'époque, mais maintenant, oui. Grand-père pensait toujours à l'avenir. Après avoir obtenu l'argent, maman a ouvert une boulangerie dans un quartier animé de la ville. Elle a bien marché, et bientôt, elle affichait son succès sur les réseaux sociaux, postant des photos de sa nouvelle voiture, de vacances luxueuses avec Rick et les filles, toujours avec des légendes sur le fait d'être une entrepreneur autodidacte. Puis, juste après mon diplôme universitaire, grand-père a eu une crise cardiaque massive. Il est parti avant que je puisse arriver à l'hôpital pour lui dire au revoir. J'étais dévastée, complètement perdue sans lui. Il avait été mon rock pendant 4 ans, la seule vraie famille qui me restait. Selon son testament, tout ce qu'il possédait, la maison et 400 000 $ d'économie, me revenaient. Je n'ai pas été surprise. Ce qui m'a surprise, c'est que maman se soit présentée à la maison le lendemain des funérailles pour exiger sa juste part de l'héritage. J'ai refusé. Nous nous sommes disputés. Elle m'a traité d'égoïste et d'ingrate. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun droit sur l'argent de grand-père après la façon dont elle avait effacé papa de sa vie. Elle est partie en furie, et nous ne nous sommes pas parlé pendant 3 ans. Pendant ce temps, je me suis installée dans une vie confortable. J'avais un bon travail en marketing, je vivais dans la maison payée de grand-père, et j'avais sagement investi ses économies. Je n'étais pas riche, mais j'étais en sécurité et indépendante. Puis, le Noël dernier, dans un moment de faiblesse saisonnière, j'ai contacté maman avec un simple SMS de vœux. À ma grande surprise, elle a répondu chaleureusement et m'a invitée à une réunion de Noël. Croyant bêtement à l'esprit de réconciliation, j'ai acheté des cadeaux pour tout le monde et je suis allée. Maman semblait sincèrement heureuse de me voir. Nous avons échangé des cadeaux, dîné, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que nous pourrions peut-être avoir une sorte de relation à nouveau. 1 mois plus tard, elle a appelé pour demander 10 000 $. L'équipement de sa boulangerie était tombé en panne, expliqua-t-elle, et tout le travail s'était arrêté. Sans réfléchir, j'ai viré l'argent sur son compte. « Tu me sauves la vie, Emma, dit-elle. Je savais que je pouvais compter sur toi. » Ce fut le début. De petites demandes ont suivi, 2 000 $ pour les frais de scolarité de Jessica, 3 000 $ pour des factures d'impôts inattendues, 1 500 $ pour des réparations à sa maison. Chaque fois, j'ai donné sans demander de remboursement, heureuse d'aider et espérant que cela renforcerait notre fragile reconnexion. Quelle idiote j'avais été! Avec la reconnaissance de dette en main, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Monsieur Peterson, l'avocat et ami de grand-père. « Emma, salua-t-il chaleureusement, ça fait trop longtemps. Comment allez-vous ? J'ai besoin de vos conseils, dis-je, expliquant la situation avec maman et le prêt. Oui, je me souviens avoir rédigé cet accord, dit-il. En tant qu'héritière de votre grand-père, vous avez tout à fait le droit légal d'exiger le remboursement. Voulez-vous que je m'en occupe pour vous ? Oui, dis-je fermement. J'aimerais bien. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis préparé une tasse de café et j'ai souri à l'ironie. Maman s'était moquée de mon cadeau, mais moi, j'aimais vraiment ma propre machine à café. J'ai rappelé Monsieur Peterson pour confirmer les détails de notre plan. Après avoir raccroché,
je suis allée faire des courses pour une petite boîte cadeau, une qui pourrait contenir un écrin à bijoux, parfaite pour un collier de diamants. J'ai fait une copie de la reconnaissance de dette, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai placée à l'intérieur de la boîte, avec une note manuscrite, paiement intégral dû dans les 30 jours. Avant de l'envoyer, j'ai envoyé un SMS à maman, je me sentais mal pour hier. Je t'envoie un autre cadeau, quelque chose que je pense que tu apprécieras plus que la machine à café. Sa réponse est arrivée immédiatement, j'espère que c'est le collier de diamants que je sous-entends. J'ai souri intérieurement. C'est définitivement une surprise que tu n'oublieras pas. J'ai appelé un service de coursier pour une livraison le jour même et j'ai suivi le colis sur mon téléphone. Quand il a indiqué qu'il avait été livré, j'ai attendu. 30 minutes plus tard, mon téléphone a explosé de notifications. Maman appelait sans arrêt. J'ai rejeté chaque appel, regardant le compteur atteindre 10, 15, 20 appels. Puis les SMS ont commencé à arriver. Emma, appelle-moi maintenant. Ce n'est pas drôle. Tu ne peux pas me faire ça. Réponds à ton fichu téléphone. Je l'ai laissé mariner pendant 1 heure entière avant de finalement répondre au 31e appel. Comment oses-tu, a-t-elle crié avant que je puisse même dire bonjour. Tu n'as pas le droit d'exiger que je te rembourse cet argent. En fait, si, ai-je répondu calmement. J'ai déjà parlé à Monsieur Peterson. En tant qu'héritière de grand-père, j'ai hérité de tous ses actifs et obligations, y compris ta dette envers lui. C'était entre ton grand-père et moi, pas légalement. La reconnaissance de dette stipule clairement que le prêt est remboursable sur demande à lui ou à son héritier. Je suis son héritière. Je n'ai pas ce genre d'argent sous la main. Sa voix se brisa. La boulangerie ne va pas si bien. Nous avons des difficultés. Ce n'est pas mon problème. Tu as 30 jours. Emma, s'il te plaît. Son ton changea complètement, devenant doux et suppliant. Je suis désolée pour le commentaire sur la machine à café. J'étais déçue, tu sais comment je suis quand je bois trop. J'ai enlevé cette stupide publication sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de la publication, maman, ni de la machine à café, fis-je une pause. Il s'agit de 10 ans où tu as choisi tout le monde avant moi. Il s'agit du fait que tu as effacé papa de ta vie 6 mois après sa mort. Il s'agit du fait que tu me traites comme un distributeur automatique tout en me traitant David. Elle resta silencieuse un instant. Que veux-tu, Emma? Des excuses. D'accord, je suis désolée. Je n'aurais pas dû passer à autre chose si vite après la mort de ton père. Je n'aurais pas dû laisser Rick tout changer. Je n'aurais pas dû te repousser. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux les 150 000 $. Tu as 30 jours. Pendant les 2 semaines suivantes, maman a tout essayé. Elle a appelé, envoyé des SMS et des emails constamment. Quand j'ai bloqué son numéro, elle a commencé à se présenter chez moi. Je n'ai jamais ouvert la porte. Une fois, j'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle se tenait sur mon porche pendant près d'1 heure, alternant entre frapper et s'asseoir sur les marches, la tête entre les mains. Rick a appelé mon travail et a essayé de me parler là-bas, mais la sécurité l'a raccompagné dehors. Melissa et Jessica ont envoyé des SMS méchants depuis de nouveaux numéros lorsque j'ai bloqué leurs numéros habituels. Elles m'ont traité de sans-cœur, de cruelle, de fille terrible. J'ai gardé chaque message comme preuve de harcèlement, au cas où. Maman a même envoyé certaines de ses amies plaider sa cause. L'une d'elles, sa meilleure amie Suzanne, m'a attrapée sur le parking de l'épicerie. Ta mère, dit-elle, elle pourrait tout perdre, la boulangerie, sa maison. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu, en chargeant mes courses dans ma voiture. Comment peux-tu être si froide? C'est ta mère. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Où était cette préoccupation quand elle publiait à quel point j'étais une fille inutile et avide? Où étais-tu quand elle m'a chassée de sa vie après la mort de mon père, quand elle a installé mes demi-sœurs dans ma chambre d'enfant, quand elle a jeté toute trace de mon père? Suzanne n'eut aucune réponse à cela. Elle a juste secoué la tête et s'est éloignée. 3 semaines après avoir envoyé la boîte cadeau, Monsieur Peterson m'a appelé. Votre mère m'a contacté, dit-il. Elle a contracté un prêt pour rembourser la totalité du montant.
Nous nous rencontrerons demain pour finaliser la transaction. Voulez-vous être présente? J'y ai réfléchi. Oui, je veux être là. Le lendemain, j'ai retrouvé maman au bureau de Monsieur Peterson. Elle avait l'air terrible, pâle avec des cernes sous les yeux. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de regret, mais ensuite je me suis souvenu de son visage riant alors qu'elle se moquait de mon cadeau, de la légende cruelle de sa publication sur les réseaux sociaux, des années de négligence. Maman m'a à peine regardé en signant les papiers et en remettant un chèque de banque de 150 000 $. Monsieur Peterson a tout vérifié et m'a fait un signe de tête. Ceci conclut nos affaires, dit-il formellement. Alors que nous nous levions pour partir, maman m'a finalement parlé directement. J'espère que tu es heureuse maintenant, dit-elle, la voix plate. Tu nous as ruinés, comme tu l'as toujours voulu. Je n'ai jamais voulu te ruiner, maman, dis-je doucement. Je voulais juste que tu m'aimes de la manière dont tu aimais ta nouvelle famille. Tu sais quoi? Elle rit amèrement. Pendant des années, je me suis dit que j'étais une bonne mère pour toi, que tu étais le problème, trop sensible, trop collante, trop comme ton père. Mais en te regardant maintenant, je le vois en toi, cette même fierté têtue, ce refus de reculer. Elle secoua la tête. Tu es une fille terrible, Emma, mais je suppose que je n'étais pas une très bonne mère non plus. Elle est sortie sans attendre ma réponse. Je suis restée là, me sentant étrangement vide. Ce n'était pas la conclusion que j'avais imaginée. Il n'y avait aucune satisfaction, aucun sentiment de triomphe, juste un sentiment de vide là où se trouvait ma colère. Ça va? Demanda Monsieur Peterson. J'ai hoché la tête. Ça ira. En rentrant chez moi, je me suis demandé si j'avais bien fait. L'argent n'était pas vraiment le problème. Il s'agissait de lui faire ressentir une fraction de la douleur qu'elle m'avait causée. M'étais-je rabaissé à son niveau? Peut-être, mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir pris le contrôle de ma propre histoire. Un mois s'est écoulé. Je me suis plongé dans le travail, pensant à peine à maman et à sa famille. Leur problème n'était plus ma préoccupation. Pourtant, la curiosité l'emporta, et un soir, je me suis retrouvé à consulter ses réseaux sociaux. Ses comptes, autrefois actifs, étaient devenus silencieux. La dernière publication datait d'il y a 2 semaines, une simple pancarte à vendre devant sa boulangerie. J'ai ressenti une vague de satisfaction. Les actions ont des conséquences, et maman affrontait enfin les siennes. J'ai fermé le navigateur et me suis servi un verre de vin pour célébrer ma nouvelle liberté. Mon téléphone a sonné. C'était Lisa, ma collègue de travail. Tu ne vas pas croire qui je viens de voir travailler au grand magasin Burton, dit-elle sans préambule. Qui? Ta demi-sœur, la plus jeune, Jessica, c'est ça? J'ai souri intérieurement. Jessica, tu es sûre? Absolument. Elle pliait des pulls dans le rayon femmes. Elle avait l'air misérable. J'ai remercié Lisa pour l'information et j'ai raccroché. Donc, ils avaient vraiment du mal. Bien. Le remboursement du prêt les avait touchés exactement comme ils le méritaient. Une semaine plus tard, j'avais besoin de faire quelques courses. En tournant dans le rayon des céréales, je l'ai vue, Mélissa, la demi-sœur aînée, en train de remplir des étagères avec un uniforme de supermarché. Elle m'a vue aussi. Nos regards se sont croisés brièvement avant qu'elle ne disparaisse rapidement dans l'arrière-boutique. J'ai terminé mes courses sans me presser. En chargeant mes sacs dans ma voiture, j'ai remarqué que quelqu'un m'observait de l'autre côté du parking. C'était maman, fumant une cigarette pendant sa pause. Quand elle m'a vu regarder, elle a jeté sa cigarette et s'est approchée en trombe. Heureuse maintenant, demanda-t-elle, la voix dure mais tremblante. En fait, oui, ai-je répondu calmement. Je le suis. Oui, eh bien, c'est ma vie maintenant, grâce à toi, elle a pointé son uniforme. J'ai dû abandonner l'université, toutes les deux. Maman et Rick ne peuvent plus payer les frais de scolarité, pas après avoir remboursé le prêt de ton grand-père. Soyons honnêtes, dis-je en croisant les bras, pendant des années, toi, Jessica et ton père m'avaient traité comme si je n'étais rien. Vous avez emménagé tous les 3 dans la maison de mon enfance et effacé toute trace de mon père quelques mois après sa mort. Mélissa se tortilla mal à l'aise.
Ce n'était pas notre faute, c'était la décision de maman et papa. Et qu'en est-il de la fête d'anniversaire? Jessica a littéralement dit que vous ne vous étiez réconcilié avec moi que pour obtenir de l'argent. Tu m'as traité David pour avoir donné un cadeau de $2000 au lieu de diamants. J'ai ri. Vous me voyez comme votre distributeur automatique personnel, rien de plus. Mélissa resta silencieuse, incapable de contrer mes arguments. Vous ne m'avez jamais vue comme une famille, ai-je poursuivi. Vous me voyez comme une vache à lait. Eh bien, la vache a décidé d'arrêter de donner du lait. Passez à autre chose. Elle me fixa, la bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun mot ne sorte. Je dois retourner au travail, marmonna-t-elle finalement en se retournant. Bonne chance avec ces étagères, lui ai-je crié. Je suis montée dans ma voiture, me sentant plus légère que jamais depuis des années, sans culpabilité, sans regret, juste la satisfaction de m'être enfin défendue. 2 jours plus tard, je suis passée devant la boulangerie. La pancarte « à vendre » était toujours là, mais il y avait maintenant un autocollant « vendu » dessus. Sur une impulsion, je me suis garée et je suis allée au café d'Aix en grave côté. La barista me connaissait. J'y étais allée quand maman avait ouvert son commerce. C'est dommage pour la boulangerie Sweet Dream, n'est-ce pas, dit-elle en me tendant mon café. Les choses ne marchent pas toujours, ai-je répondu d'un ton neutre. Entre nous, elle se pencha plus près, je pense qu'elle a eu les yeux plus gros que le ventre. Elle a commencé trop grand, a contracté trop de dettes. C'est ce qui arrive quand les gens essaient de vivre au-dessus de leurs moyens, vous savez. J'ai hoché la tête et j'ai apporté mon café à une table près de la fenêtre. Les mots de la barista confirmaient ce que je soupçonnais. Maman avait toujours été soucieuse de son image, voulant toujours paraître prospère, la voiture de luxe, les vacances somptueuses, les vêtements de créateur, tout cela tout en luttant apparemment pour maintenir l'entreprise à flot. Les $10 000 que je lui avais donnés pour l'équipement en panne étaient-ils même allés à la boulangerie? Probablement pas. Le week-end suivant, j'ai décidé de prendre un peu de temps libre. Je méritais une pause, une célébration de ma victoire et de ma nouvelle indépendance. J'ai réservé des vacances de 2 semaines sur la côte, un petit chalet juste sur la plage. En faisant mes valises, je me sentais excitée par les possibilités qui s'offraient à moi. Le chalet était parfait, simple, calme, avec rien d'autre que le bruit des vagues pour me tenir compagnie. J'ai passé mes journées à marcher sur la plage, à lire des livres que j'avais mis de côté et à savourer ma liberté. Plus de manipulation, plus de voyages de culpabilité, plus d'être utilisé pour mon argent. Le dernier jour à la plage, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'est Jessica. Mélissa m'a dit qu'elle t'avait vu. Je voulais juste que tu saches que maman a beaucoup bu, elle parle de toi, pas en bien. Reste loin d'elle si tu sais ce qui est bon pour toi. J'ai supprimé le message sans répondre. Leur problème n'était plus ma préoccupation. Quand je suis rentrée à la maison, il y avait une lettre dans ma boîte aux lettres, papier à en-tête formelle, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une note de l'écriture de maman. Emma, je ne te pardonne pas ce que tu as fait. Tu as choisi l'argent plutôt que la famille, tout comme j'ai un jour choisi une nouvelle famille plutôt que toi. Peut-être que nous nous méritons l'une l'autre. Ne nous contacte plus. Nous nous en sortirons sans ta charité ni ta cruauté. Maman. J'ai lu la note 2 fois, puis je l'ai déchirée en petits morceaux et je les ai jetés à la poubelle. Plus de manipulation émotionnelle, plus de culpabilité. J'en avais fini avec tout ça. La vie s'est améliorée. Je suis retournée au travail avec une énergie renouvelée, j'ai recommencé à sortir, j'ai rejoint un club de lecture et j'ai même commencé à planifier un voyage à l'étranger, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que j'avais reporté. J'ai entendu par des connaissances communes que maman et Rick étaient toujours ensemble mais en difficulté. Les filles travaillaient à plein temps, leur rêve d'université mis en suspens pour une durée indéterminée. Je n'ai ressenti aucune once de culpabilité. Ils avaient fait leur choix, tout comme j'avais fait les miens. Ils ont choisi de me traiter comme une étrangère, d'effacer la mémoire de mon père, de m'utiliser pour mon argent. J'ai choisi d'exiger ce qui m'appartenait légalement et de couper les personnes toxiques de ma vie. Je ne sais pas si nous nous reparlerons un jour, et honnêtement, je m'en fiche.
Certaines personnes ne valent pas la peine d'être dans votre vie, même si c'est la famille, surtout si c'est une famille qui vous traite comme rien de plus qu'un compte en banque.